Le film débute en présentant une grande société d'investissement dirigée par Jérémy, dont l'image professionnelle cache en réalité la préparation d'une fraude massive, car il ordonne à ses deux managers de recruter autant de nouveaux clients que possible, puis de regrouper tous les fonds d'investissement qu'ils parviennent à collecter. Il projette ensuite de fabriquer une situation dans laquelle le marché boursier s'effondre soudainement, alors qu'en réalité il contrôle le marché depuis le début. L'un des managers s'interroge brièvement sur le sort des fonds de pension des clients, mais Jérémy n'y prête plus attention, car pour lui seul compte la réalisation du profit maximal. Le personnel est alors mobilisé pour convaincre aussi bien les nouveaux que les anciens clients d'investir davantage d'argent. À ce moment-là, l'histoire présente Jim, un homme ordinaire qui accompagne sa femme Rosie lors d'un examen pour une tumeur au cerveau, et le médecin explique que la tumeur a effectivement disparu, mais que Rosie doit continuer à effectuer des contrôles hebdomadaires et recevoir régulièrement des injections hormonales. Sur le chemin du retour, Rosie semble très stressée, car le coût de son traitement les a plongés dans l'endettement pendant de nombreuses années, tandis que Jim tente de la rassurer et lui promet de travailler encore plus dur pour améliorer leur situation financière. Le lendemain, Jim reprend son travail d'agent de sécurité escortant un camion blindé rempli d'argent, et pendant le trajet il se confie à son meilleur ami Shawn sur le poids croissant de ses responsabilités. Lors de leur pause déjeuner, il rencontre deux amis policiers, Frank et Freddy, qui se plaignent que le gouvernement a soudainement réduit à la fois leur salaire et leur pension, Frank faisant remarquer qu'il a arrêté de nombreux voleurs mais qu'à ses yeux les véritables voleurs sont les responsables gouvernementaux, tandis que Freddy doute même qu'il existe encore des fonctionnaires honnêtes à cette époque. Une semaine plus tard, Rosie poursuit ses examens de routine et ses injections hormonales, Jim payant toujours ses frais médicaux avec sa carte de crédit qu'il doit rembourser chaque mois, alors que l'entreprise pour laquelle il travaille refuse d'aider à couvrir les frais d'assurance de sa femme. Sans s'en rendre compte, Jim a investi ses économies dans une société de courtage en actions, ignorant que celle-ci tente d'escroquer ses clients, et il panique lorsqu'il voit la valeur des actions qu'il a achetées chuter brutalement. Le lendemain, Jim rencontre l'un des employés de Jérémy nommé Robert, un homme qui lui a toujours promis des rendements élevés et garanti la sécurité de son investissement, et devenu méfiant, Jim lui demande de retirer et de restituer son argent avant que la valeur des actions ne disparaisse complètement. Cependant, Robert affirme qu'il ne peut pas retirer les fonds avant la date convenue et assure que la valeur des actions remontera dans les semaines à venir, mais Jim insiste pour récupérer son argent immédiatement, tandis que Robert s'en va sans donner de réponse claire. Cette nuit-là, Jim constate que la valeur de ses actions continue de s'effondrer et comprend qu'il est devenu victime d'une fraude, ce qui le pousse à appeler immédiatement Robert pour lui annoncer qu'il poursuivra l'entreprise en justice pour des pratiques manifestement frauduleuses. Le lendemain, Jim rend visite à un avocat nommé Patterson afin d'entamer une procédure judiciaire, et celui-ci se montre très empressé d'aider après avoir entendu la situation de Jim, affirmant même qu'il peut facilement gérer ce type d'affaires, mais avant de commencer il exige un paiement anticipé. Lorsqu'il apprend que Jim n'a pas l'argent, l'avocat lui demande de partir et de revenir uniquement lorsqu'il pourra payer. Le jour suivant, pendant la pause déjeuner, les trois amis de Jim lui demandent pourquoi il a l'air si abattu, et Jim leur explique qu'il a besoin d'argent pour payer l'avocat afin de poursuivre la société d'investissement frauduleuse, mais comme eux aussi rencontrent des difficultés financières, ils ne peuvent pas lui apporter une aide significative. Après le départ de Frank et Freddy, Shawn déclare soudain qu'il a quelques économies et qu'il est prêt à les prêter à Jim, lequel refuse d'abord parce qu'il ne veut pas emprunter de l'argent à son ami, mais Shawn insiste et Jim finit par accepter le prêt. Peu après, Jim retourne voir Patterson et lui remet la somme qu'il avait demandée, convaincu que grâce aux économies de son ami l'avocat l'aidera enfin à récupérer son argent auprès de Robert. Ensuite, Rosie passe un nouvel examen de routine et reçoit une injection hormonale, et lorsque Jim rentre à la maison, elle remarque que son mari semble porter un lourd fardeau émotionnel. Avec le temps, leur situation familiale continue de se dégrader et Jim est désormais contraint d'emprunter de l'argent à diverses sources simplement pour couvrir les dépenses quotidiennes. Un jour, Rosie refuse d'aller chez le médecin parce qu'elle sait que Jim ne peut plus payer ses frais médicaux, et elle lui montre la pile toujours plus grande d'avis bancaires, tandis que l'une des institutions financières auprès desquelles Jim a emprunté menace même de saisir leur maison prochainement. En apprenant cela, Jim tente de contacter Patterson, qui a déjà reçu une somme importante, mais l'avocat reste injoignable pendant longtemps, et lorsqu'il parvient enfin à le joindre, Patterson lui dit avec désinvolture que son affaire sera difficile à gagner, car la société de Robert bénéficie d'une solide protection juridique. Rosie, qui surprend la conversation, se reproche immédiatement la situation, ayant l'impression que sa vie n'est devenue qu'un fardeau pour Jim, mais celui-ci tente de la rassurer et lui assure que tout ira bien, avant de partir précipitamment au travail, incapable de supporter de la voir pleurer. Cependant,
une nouvelle épreuve l'attend à son arrivée, car son patron le licencie après que l'entreprise a reçu de nombreux appels des organismes auprès desquels Jim a emprunté de l'argent, et bien que Jim se demande ce qu'il a pu faire pour mériter un tel renvoi. Son supérieur affirme que son endettement massif pourrait nuire à ses performances professionnelles. Après avoir été licencié, Jim se rend au bureau du travail pour protester contre ce qu'il considère comme un licenciement injuste, mais après une longue attente, l'assistant du fonctionnaire le repousse en disant que la personne chargée de ses dossiers est absente. Ce qui frustre Jim car il voit clairement que le fonctionnaire est bien dans son bureau, jusqu'à ce que l'assistant admette finalement que celui-ci n'aime tout simplement pas être dérangé, surtout par des personnes pauvres. Pendant ce temps, Rosie, qui continue de se sentir coupable, prend finalement une décision radicale pour alléger le fardeau de Jim, et lorsque celui-ci rentre chez lui, il trouve leur alliance posée à côté d'un mot laissé par Rosie. Jim monte immédiatement à l'étage pour voir sa femme, mais découvre qu'elle est décédée, une perte qui le dévaste et l'empêche de retenir ses larmes lors des funérailles, un tournant qui forge sa détermination à chercher justice. Par la suite, Jim passe ses journées à boire de l'alcool, ayant le sentiment que sa vie s'est totalement effondrée, tout en continuant d'ignorer les appels de ses 3 amis qui tentent de prendre de ses nouvelles. Une nuit, alors qu'il erre sans but, Jim aperçoit un fonctionnaire du ministère du Travail en train de faire la fête avec des personnes riches, et peu après celui-ci sort à l'extérieur pour répondre à un appel téléphonique. Jim s'approche de lui et lui demande pourquoi il refuse d'aider les personnes dans le besoin, mais le fonctionnaire lui répond avec arrogance qu'il ne travaille pas pour les pauvres. Par réflexe, Jim le pousse, et ce geste provoque le fait que le fonctionnaire est percuté par un taxi et tué. Réalisant ce qui vient de se passer, Jim s'enfuit immédiatement dans une ruelle tranquille. La mort du fonctionnaire devient une information majeure relayée par de nombreux médias, mais heureusement la police conclut qu'il s'agit d'un accident. Après cet incident, Jim se montre déterminé à faire tomber les responsables de la corruption au sein du système financier du pays et, dans un premier temps, il se rend à un kiosque à journaux afin de recueillir des informations sur les cerveaux derrière ce système défaillant. Le lendemain, Jim est de nouveau frappé par la malchance lorsqu'un employé de banque se présente chez lui pour l'informer que sa maison sera saisie dans les 24 heures, ce qui le pousse à rassembler rapidement tous ses biens les plus importants, y compris le fusil de sniper qu'il cachait depuis longtemps. Il décide ensuite d'utiliser le reste de son argent pour emménager dans un appartement bon marché. Peu après, Jim reçoit un appel de Shawn et de leurs 2 collègues policiers, et il répond enfin, tandis qu'il lui explique à quel point ils étaient inquiets parce qu'ils n'avaient jamais répondu à leurs appels depuis la mort de sa femme. Il l'invite à les rejoindre dans leur cafétéria habituelle, mais Jim est en pleine préparation de quelque chose d'important et leur dit qu'il a besoin de temps pour lui. Peu de temps après, Jim rend visite à un trafiquant d'armes illégales et dépense tout l'argent qu'il lui reste pour acheter diverses armes afin de mettre son plan à exécution, y compris plusieurs grenades proposées par le vendeur, puis, une fois prêt, il se rend dans un endroit isolé pour s'entraîner au tir. Lorsqu'il se sent suffisamment sûr de lui, il attend discrètement sa cible sur un parking et, dès que celle-ci arrive, Jim l'élimine immédiatement. Il est révélé plus tard que l'homme était le vice-président d'une célèbre société boursière, et la nouvelle de sa mort se propage rapidement dans les médias, tandis que la police peine à identifier le coupable car Jim n'a laissé aucune trace. Son plan suivant consiste à éliminer un ministre des Finances, qu'il considère comme responsable de l'instabilité du système capitaliste, et durant l'opération il surveille secrètement la maison du ministre à distance avant de tirer à nouveau avec son fusil de longue portée lorsque l'occasion se présente. Après cet événement, la police et de nombreux médias rapportent rapidement l'incident terrifiant et concluent que tous les responsables financiers doivent se montrer prudents, car quelqu'un semble les viser. Cette nuit-là, Jim frappe encore et tue cette fois un responsable chargé de superviser l'ensemble du système de banque centrale des États-Unis, sachant que cet homme avait mené des politiques ayant causé de grandes souffrances à de nombreuses personnes. 2 jours plus tard, Jeremy, le dirigeant de la société d'investissement frauduleuse, commence à ressentir une profonde terreur en apprenant la série de morts touchant des responsables financiers, convaincu qu'il pourrait être la prochaine cible. Il ordonne à son personnel d'engager un garde du corps imposant pour le protéger. Au même moment, Jim décide de retrouver ses 3 amis dans leur cafétéria habituel et, pour la première fois depuis la mort de sa femme, il sourit en entendant leurs plaisanteries. Ils évoquent également les attaques en cours contre des responsables du secteur financier, et en entendant cela Jim avoue à ses amis qu'il est responsable de tous les meurtres et qu'il avait même l'intention d'éliminer les dirigeants de la société d'investissement frauduleuse qu'il avait escroquée. Mais ses amis pensent qu'il plaisante et en rit. Le lendemain, Jim se déguise en agent d'entretien dans l'entreprise de Jeremy afin de se familiariser avec la structure du bâtiment, et il fréquente chaque jour les abords du bureau de Jeremy jusqu'à mémoriser toutes les pièces. Un jour, alors qu'il marche à l'extérieur de l'immeuble,
Jim tombe sur Robert, l'homme qui l'a trompé, et sans la moindre culpabilité celui-ci lui propose encore une nouvelle opportunité d'investissement en lui tendant une nouvelle carte de visite. Cette nuit-là, Jim contacte Robert et fait semblant d'être de nouveau intéressé par un investissement, affirmant qu'il a gagné à la loterie, ce qui pousse Robert, enthousiaste, à l'inviter au bureau le lendemain en lui rappelant d'apporter l'argent. Après cet appel, Jim se rend dans un endroit isolé pour s'entraîner une nouvelle fois au tir et sans que sa précision s'améliore. Peu après, Jim se positionne dans un bâtiment abandonné juste en face du bureau de Jérémy et prépare ses munitions pour exécuter son plan, tandis qu'au même moment Robert arrive au bureau et Jim l'abat immédiatement. Après avoir éliminé Robert, Jim prend ensuite pour cible tous les employés de Jérémy qui trompaient d'innombrables personnes depuis le début. Il brûle également son fusil de sniper sur place afin de détruire toute preuve, puis se précipite et pénètre dans le bureau de Jérémy par l'entrée arrière, cette fois-ci masqué pour accomplir sa mission. Arrivé aux étages supérieurs, il élimine les membres du personnel restant et fait même exploser 6 grenades qu'il avait achetées auprès du trafiquant d'armes illégales. Une fois tout terminé, Jim monte au dernier étage pour affronter Jérémy et, durant la confrontation, l'un des gardes du corps de Jérémy parvient à tirer dans la main de Jim, mais celui-ci finit par le neutraliser. Au même moment, la police, tout juste arrivée sur les lieux, commence à sécuriser les pièces des étages inférieurs et progresse progressivement vers le haut, tandis que Jim se retrouve enfin face à Jérémy, désormais complètement seul. Jim retire son déguisement et lui demande pourquoi il est si cupide et sans cœur, prêt à tromper tant de personnes sans aucun remords pour son profit personnel, mais Jérémy se défend en affirmant que tous les responsables commettent des actes douteux pour accumuler des richesses et que peut-être un seul sur 1000 est réellement honnête. Car selon lui personne ne peut devenir riche sans tromper ses clients ou les consommateurs. À cet instant, Jim remarque que la police se rapproche de l'étage supérieur et défie alors Jérémy à un duel rapide pour l'arme, où celui qui bougera le plus vite survivra, mais au moment où Jim place l'arme entre eux, Jérémy la saisit immédiatement et tente de tirer. À cet instant précis, la police entre dans la pièce et abat Jérémy, encore armé, et le plan de Jim fonctionne parfaitement puisque les policiers pensent que Jérémy est l'auteur du massacre et traitent Jim comme une victime, le conduisant rapidement en bas pour recevoir des soins médicaux. En voyant Jim de près, ses deux amis policiers comprennent enfin que ce qu'il avait dit la veille à la cafétéria était vrai, mais ils choisissent de ne pas le trahir car ils savent que les personnes tuées par Jim étaient des criminels protégés par la loi. Jim quitte ensuite les lieux du crime après avoir éliminé tous les responsables financiers corrompus et jure de poursuivre son combat contre les avocats, juges et responsables corrompus qui ont souillé le système judiciaire.